Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission enregistrée chez nos amis des Vinzelles à Volvic. Notre invité du jour va s'y produire. Il est un auteur, compositeur, interprète de talent, en solo depuis pas mal d'années après l'aventure des Innocents. Bonjour JP Nataf. Bonjour. Parmi vos nombreux tubes, j'ai choisi L'autre Finistère, sorti en 1993. Je crois que c'était pas le premier titre de la chanson. 92, pardon. Ouais. Donc c'était pas le premier titre initial de la chanson. Non, c'était un parcours du combattant. On était, comment dire, c'était une période où on n'était plus trop en odeur de sainteté dans notre maison de disques suite à l'insuccès commercial de notre premier album. Et puis, en fait, que le directeur artistique qui nous avait signé était devenu PDG, avait donc d'autres contingences et tout ça. Donc voilà, je crois qu'il nous avait trop aimé au début. Et il faut dire que les débuts avaient été un peu comme un rêve. C'était Jody qu'on lui avait amené. Enfin, en fait, j'avais la chance, c'est que ce monsieur s'appelle Fabrice Nataf et qu'à l'époque, donc, on était un jeune groupe et on faisait des démos en espérant un jour décrocher un contrat. Et c'est la seule maison de disques où j'arrivais à l'avoir en direct parce que je disais JP Nataf pour Fabrice Nataf. Oui. Donc on me le passait. Ça aide. Donc voilà, donc on l'avait saoulé pendant 3-4 ans. Je crois on lui amenait des démos tout le temps. Il nous trouvait très sympathique, mais voilà. Je me rappelle même, on avait fait une émission de radio parce qu'il était manager d'Étienne Dao. Et le journaliste lui a dit mais pourquoi par exemple vous signez pas chez Virgin un groupe comme les Innocents? Il dit parce que les Innocents c'est un groupe de rock sympa et tout, mais un groupe comme ça peut pas vendre 100 000 disques en France et tout. Et puis finalement on avait décidé de produire Jody nous-mêmes. Voilà, je suis en train de parler de Jody à la place du Finistère, Mais on l'aime bien aussi. Et puis donc on était en mode un peu complet de contrôle, donc on avait fait le disque dans notre coin avec Jalansky, la pochette, tout. Et au dernier moment, finalement, il a craqué. Et donc le disque, ils ont envoyé le disque et je crois qu'il a commencé à passer à la radio alors qu'il n'était même pas sorti. Il y a eu une espèce de truc, comme ça arrive de temps en temps. Donc je pense qu'après on a un peu surfé sur cette espèce de joie générale et puis on a dû le décevoir un peu parce que effectivement derrière ça a pas suivi tout de suite. Et donc là on ramait beaucoup pour lui imposer l'idée de nous laisser faire un deuxième disque. Je me rappelle même qu'on lui avait amené plein de démos qui n'étaient pas complètement aboutis. Il y avait des trucs qui n'avaient pas encore de texte et tout ça, mais on lui avait amené une vingtaine de titres et puis il nous avait dit non mais là j'y crois pas du tout les gars, ça ressemble, alors votre musique ça ressemble à Prefab Sprout, Costello ou Crowded House. Alors on se dit c'est un peu trois de nos groupes préférés, donc on avait du mal à le prendre comme quelque chose qu'on pouvait nous reprocher, mais bon il a dit oui mais c'est des gens qui vendent 10 000 en France et tout, donc voilà, c'était une période où vraiment il fallait qu'on fasse nos preuves. Alors on avait beaucoup tourné suite à l'insuccès du premier disque en formule acoustique. Ça avait été le retour un peu aux fondamentaux parce que c'est vrai qu'on s'était un peu usé à faire des plateaux FM pendant 2 ans avec Jody. Il y a un moment où en gros on savait plus jouer. Parce que c'était l'époque vraiment du top 50 roi. Ah oui. Et donc voilà, donc on était beaucoup sollicités pour faire des télés, des machins. Donc voilà, et là on était bien revenus dans nos bases. Et d'ailleurs on avait même retoqué, une chanson qu'il avait retoquée sur le premier album était devenue un des fers de lance de nos concerts. C'était Un homme extraordinaire. Ah oui. Donc celle-là, il disait oui quand même, celle-là on peut la prendre. Mais bon voilà, donc ça a pris 2 ans. Et il acceptait des chansons au compte-gouttes et tout ça. Et heureusement, on était bien entouré. On avait un bon éditeur. Et puis, Fabrice Nataf avait une assistante de production qui s'appelait Stéphanie Giraud. Et qui, donc, pour le coup, était un peu dans notre camp. Et puis, essayer de le faire lâcher prise. Oui. Et puis donc on finit par accepter l'idée de travailler avec un réalisateur et puis d'aller un peu dans le sens lui disait si on passe pas sur RTL en France ça sert à rien, il faut faire donc on travaillait et puis on commençait à avoir plus ou moins le tracklist de l'album. Il manquait encore 2-3 chansons et Stéphanie me dit quand même cette chanson. Alors donc il y avait une chanson qui s'appelait Jérémie le sacristain. Qui était dans sa première forme beaucoup plus rock, un peu glitter. Il y avait presque un côté un peu ce qu'aurait pu faire Supergrass après, avec des guitares électriques, tout ça. Et puis ce débit un peu rapide, un peu à la Ziggy Stardust, à la Suffragette City, quoi. Et voilà, et bon, lui, il avait pas du tout
adouber cette chanson. Mais elle dit quand même, la mélodie, elle est bien, le refrain, le rythme, tout ça. Donc elle me dit, par contre le texte, voilà. Donc il y a eu une réécriture derrière. Voilà, et donc elle me dit, écoute, celle-là, moi je pense qu'elle pourrait vraiment être sur l'album. Essaye de faire un autre texte et tout. Bon. Moi je suis pas, comment dire, j'ai un peu de mal à passer à l'écrit. Oui, je ferais beaucoup plus de chansons si je pouvais les chanter dans une autre langue comme Magma par exemple. Si j'avais inventé une langue comme Nosfell ou Magma. Mais voilà, et puis donc je me dis, bon ben je vais m'y coller. Et donc voilà, et je crois qu'on commençait l'album à l'automne, et donc j'avais un été très studieux, parce que j'avais 2-3 chansons à finir. Et puis je me dis, bon, bah, comment je vais pouvoir repartir de zéro sur une chanson, c'est pas toujours évident, hein, on s'habitue, on a des... Et puis, puis je trouve ce titre. Est-ce que c'est un département que tu fréquentais enfant? En fait, moi je suis un parigot. Enfin, Jean-Cri et moi, on est des parigots. On peut pas plus Ménilmontant que nous. On est autant Ménilmontant que des groupes sont à Nashville, quoi. C'est le son de. Et puis, donc je m'y colle et j'ai passé. J'ai bien passé 2 mois de mon été, 4 heures par jour sur cette chanson-là. Ah oui. Ouais. Ah oui. Oui, voilà, c'était ma mission. En Charente, je crois, non? Exactement, en Charente, dans le jardin de mes beaux-parents à l'époque. Et puis donc voilà, je me refais en plus très bien, vraiment tous les matins, comme un écrivain, quoi. J'allais de 9h à 13h tous les matins. Et puis donc je finis, l'été se termine, on rentre répéter avant de partir pour l'album. Je pose le texte de cette chanson sur un pupitre dans le local de répète, il y a notre bassiste qui arrive. Il fait, c'est quoi ça, l'autre Finistère? Je lui dis, c'était Jérémy le Sacristain. Il me fait, ah ouais, et il la lit comme ça. Il fait, ah ouais. Voilà, mais là-dessus, donc Stéphanie réussit à faire passer le truc, elle rentre dans la liste des chansons qui va être enregistrées. Et personne n'y croit toujours, pas vraiment, à part effectivement Marc Tonon qui était chez notre éditeur et Stéphanie. Voilà, et donc on l'enregistre, mais avec vraiment une chanson qui est un peu sur la sellette, quoi. Voilà. Oui. Donc on la ramène, elle est dedans, mais bon, voilà. Personne ne s'excite vraiment. Et puis l'album sort donc en mars 92 en fait, avec un premier single qui s'appelait Mon Dernier Soldat. On a une espèce de récompense honorifique qui s'appelait le Bus d'Acier à l'époque, qui était décerné par le Bus Palladium. Et l'album a un bon accueil, avec des petits bémols, parce que des gens qui nous avaient vus grandir dans les clubs rock et tout commencent à se dire qu'on a vraiment retourné notre veste et qu'on fait de la variette. Chose que c'était pas pour nous déplaire, parce qu'on se voyait toujours comme un groupe un peu entre deux. Mais voilà, mais donc l'album décolle pas spécialement. Et puis à l'automne, et alors fin de l'été, donc le disque était sorti en mars, fin août, tout le monde commence à se poser la question de savoir si on sort un autre single. Et il y a une fille des radios qui nous dit, écoute, moi dans ma tournée, enfin quand je vais proposer l'album et tout, il y a 3 programmateurs radio qui m'ont parlé de cette chanson quand même. Et là, je suis un peu étonné parce que c'est vraiment la chanson dont on a entendu pique-pendre et tout. Et puis je me dis, puis quand même, il y a une tartine de texte, il y a un débit de trucs. Bon, voilà, je le voyais pas forcément comme un objet radio, mais après c'était ma chanson, j'en étais content, donc je me dis, bon bah oui, allons-y. Et puis donc elle sort à la rentrée et il se passe toujours rien. Et puis notre éditeur nous dit, bon, je vous file un coup de main parce que quand même moi, j'y crois dans cet album. Il y a 2 petites histoires concomitantes d'ailleurs, il y a ça, et puis Patrick Zelnick qui était le big boss de Virgin. Au courant de l'automne aussi, il y a son fils de 11 ans qui dit mais qu'est-ce que vous faites sur Les Innocents là, je comprends pas et tout, il est magnifique ce disque, vous bossez pas ou quoi, donc il y avait ça d'un côté, et puis notre éditeur qui dit, bah écoute, on va faire le disque étant très arrangé avec des cordes et des cuivres à l'ancienne, on va faire un concert à Paris au Bataclan, et voilà, on paye ce concert et on le prend un peu comme un kit ou double, quoi. En gros, voilà, c'était où ça marchait ou ça marchait pas. Et puis voilà, le concert se passe super bien. Ils avaient invité quand même les médias et tout ça. Et donc je crois que c'était début décembre. Là-dessus, on part en vacances pour la trêve des confiseurs fin d'année. Et
début janvier, on revient et on a un appel de VMA qui était le plus gros agent de chansons françaises, qui avait tout le monde sous son Birkin, et d'un tourneur qui s'appelait Programme, qui avait la Mano Negra et tout ça. Et, et ça rentre en radio. Alors entre-temps, notre éditeur devient PDG de Virgin, ce qui a dû jouer aussi. Ah oui, Il y a eu un changement politique. Oui. Enfin bref, je sais pas, d'un coup, voilà, il y a une espèce d'emballement, mais donc on était quand même 9 mois pour la sortie de l'album, donc c'est un truc qui arriverait peut-être plus aujourd'hui. C'est un énorme succès, hein, donc vous avez bien fait d'y croire, de vous accrocher. Et moi je me souviens aller faire une émission sur RTL justement, un après-midi, et au moment où on joue l'autre Finistère, il y a des jeunes filles de 15-16 ans qui se lèvent et qui chantent les paroles. Ah oui. Et donc ça je crois qu'on a un peu halluciné. Et puis après, c'est parti. Voilà, c'était notre deuxième chance, notre deuxième bonne étoile. Belle histoire. Et alors, est-ce que tu la chantes encore sur scène, cette chanson, ou pas du tout? Alors moi, de toute façon, Les Innocents étant encore en activité, on la chante très régulièrement. C'est même la chanson qu'on nous demande. Et puis on n'a aucun problème. On n'a aucun problème à jouer nos gold, comme on dit dans le métier. Non, c'est c'est presque un classique, on pourrait dire, de la chanson française. On s'estime quand même très chanceux, en plus d'abord de pas être des one hit wonder, des gens qui se trimballent une chanson, parce que ça aurait pu être Jody, mais là on en a quand même 4-5, et du coup ça fait que comme on continue à faire des disques et tout, je sais pas, les gens viennent un peu découvrir les derniers qui n'ont pas eu autant de succès, mais ça permet quand même d'avoir un espèce de répertoire qui est agréable, qui surfe sur les années. Et non, on est assez fiers de ce qu'on a fait. On avait beaucoup bossé, donc c'est pas des chansons dont on a honte, quoi. Donc elles sont toujours assez, je vais dire, bien gaulées. Elles ont bien vieilli. Ouais, on y a mis du soin, donc c'est des meubles qui tiennent encore debout. Voilà, on n'a même pas à refaire la serrure ni rien. Ça marche bien. Et puis surtout, on est face à quelque chose qui dépasse, je pense, n'importe quel artiste qui a un moment du succès. C'est que ces chansons, après, pendant les 15 ans où on s'est arrêté, on continue à exister chez les gens. C'est pas des disques que les gens ont rangés. Là, en tournée, on a beaucoup de gens qui viennent avec leurs enfants. Elles passent toujours beaucoup à la radio. Ouais, donc non, on est assez fiers. Moi, j'ai fait un projet avec des enfants à Arles l'année dernière. On l'a chanté avec 200 gamins de 8-9 ans. Et je sais pas, il y a quelque chose peut-être, je sais pas, ou dans la mélodie ou n'importe quoi, qui fait que malgré la tartine de texte, des enfants arrivent à mémoriser ça, peut-être comme moi j'apprenais les chansons de Brassens quand j'étais petit. Donc non, c'est quelque chose qui nous rend assez fiers. Hein. Heureux d'être là au Vinzel, donc c'est un endroit magique. Je suis arrivé il y a une demi-heure, mais c'est magique, ouais, je reconnais. Quand j'arrive dans un endroit comme ça, je me dis, j'ai de la chance de faire ce métier. Et le programme donc pour ce week-end? Le programme, c'est que comme je suis sans mon acolyte, je joue pas de chansons des Inno, parce que c'est un projet qui existe, donc puis j'ai pas beaucoup de plaisir à chanter Les Innocents tout seul. Oui. C'est vraiment une énergie très de frangin un peu. Enfin, il y a quelque chose quand même, on chante ensemble, tout ça. Donc voilà, donc là je joue mes deux albums, on va dire oubliés. Enfin, qui ont pu, je suis plus du tout dans l'actualité. Je chante un disque de 2004 et un disque de 2009. Oui. Mais pareil, avec pas mal de plaisir aussi. C'est un autre circuit en plus, ce qui fait que on se marche pas sur les plates-bandes avec Les Innocents. Moi j'adore faire le troubadour, à partir avec ma guitare et jouer dans des petits endroits, des médiathèques, dans des prisons. Enfin, c'est une autre vie. Je participe aussi à beaucoup de collectifs. Il y a les siestes acoustiques de Bastien Lallemand. J'ai fait, là, ces dernières années, on a fait un hommage à Brassens, un hommage à Dalida. Des choses qui ne tournent pas forcément, parce qu'après, je suis un peu flemmard pour m'en occuper. Et puis j'aime bien me désaxer régulièrement. Dernière question, JP, quels sont les projets là pour cette fin d'année? Est-ce qu'il y a des nouvelles chansons en cours? Alors, le projet immédiat, là, c'est de terminer le disque de Bastien Lallemand que je réalise, et on est en mix. Donc ça, c'est un projet qui existe. Après, on est censé être en écriture avec Les Innocents, mais on a une petite année dans la vue sur notre planning. Et puis voilà, puis après moi je fais mon métier, donc je joue
voilà, je joue régulièrement, je pars avec ma guitare, je joue dans des médiathèques aussi. Enfin, je sais pas, en fait, on a beaucoup plus de mal qu'avant à savoir où on en est, parce que l'industrie du disque étant ce qu'elle est, même l'industrie des tournées, tout ça, donc c'est. Voilà, c'est moins facile de se projeter vraiment, parce que moi j'ai même des amis qui terminent un disque et puis il sort un an après. On ne sait pas exactement où on en est du point de vue contractuel. Tout ça va se faire, je sais pas. Bon, après, on est là, on joue de la musique. Et c'est le principal. Très bel été, JP Nataf, et on va tout de suite réécouter cette belle chanson, L'autre Finistère. À bientôt. À bientôt, merci.